Il existe deux manières d'être royaliste. La première manière est la plus connue, c'est celle qui fonctionne par la raison, par exemple en étant admirateur, lecteur, disciple, dirais-je, de Maurras, Charles Maurras. Donc là, c'est l'intelligence qui est mise en branle, en action, pour arriver à comprendre que la royauté est le système politique le plus naturel et le plus chrétien aussi. Et il existe une deuxième manière qui a surtout été celle pratiquée, je dirais, par nos arrière-grands-parents, c'est être royaliste de tradition. Simplement en cultivant cet amour formidable, ce sentiment de faire partie de la famille, en quelque sorte, le roi étant le chef de la famille, et nous-mêmes étant les manants du roi, donc ceux qui le servent, avec amour, avec empressement, avec générosité, avec charité au sens chrétien, avec dévouement. Et comme dit Jean de La Varande, le simple fait d'être royaliste en ce sens vous grandit, vous anoblit. Si vous êtes roturier, le simple fait d'être manant du roi vous grandit, vous anoblit. En ce sens, vous entrez à la cour de Versailles avec l'épée qu'on vous offre, puisque vous savez qu'on ne pouvait entrer à Versailles du temps du grand Louis XIV qu'en étant porteur d'une épée. Pour les personnes qui, par naissance, ne sont pas habilitées, n'étaient pas habilitées à porter l'épée dans la famille, eh bien, il existait à Versailles un service de location de l'épée à la journée, il me semble. Donc tout le monde, contre le versement d'une petite somme, pouvait être porteur d'une épée pour rentrer à la cour de Versailles et demander à parler au roi, une audience qui, en général, était tout le temps accordée, sans faire aucune formalité, comme c'est le cas pour la République de nos jours. Il était beaucoup plus facile de rencontrer, de parler au roi que de pouvoir espérer avoir une audience avec un président de République. C'était d'ailleurs une des traditions de la famille royale de donner audience facilement au peuple, puisque le roi aimait le peuple. Et que le roi, enfin, était le chef de famille et surtout le père de ses sujets. Eh bien là, au sens large, cette épée, on vous l'offre. Vous êtes anobli. Vous faites partie de la famille. Et justement, les manants du roi, et ce livre qu'il faut avoir lu de Jean de La Varande avant tout le reste, avant tous les autres. Il ne fait pas appel à la raison, il fait appel au cœur, mais en même temps, grâce à ces sentiments du cœur, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez toute la grandeur de la France qu'on a dit être l'Ancien Régime et tout le côté hideux de la République et des régimes qui se sont succédés jusqu'au nôtre. Et vraiment, c'est un beau et grand livre que je vous recommande et qui, je l'espère, vous rendra royaliste si vous ne l'étiez pas au départ. Les manants du roi, qui va à peu près de l'époque de 1793 à 1950, est l'histoire d'une famille qui traverse plusieurs générations, donc les Galards. Les manants du roi, 1793-1950, que je vais vous raconter, je l'espère le moins maladroitement possible, en essayant de rendre palpable cet amour de Dieu, de la France et du roi. Je vous souhaite un excellent moment passé avec Monsieur Jean de La Varande. La Convention a tué le roi et l'Empire a tué Dieu aussi. À présent, elle veut nos enfants pour sa guerre scélérate, pour sa guerre scélérate. C'est nous les brigands, les Vendéens, les brigands du roi. Du petit roi Louis Noé, du petit roi Louis Noé. Les bleus tuent nos femmes, nos enfants, ils assassinent nos prêtres aussi. Ils avancent notre pays, ils arrachent notre drapeau blanc, ils arrachent notre drapeau blanc. C'est nous les brigands, les Vendéens, les brigands du roi. Du petit roi Louis Noé, du petit roi Louis Noé. Arrivent les bleus, les assassins, tous les voyous républicains. En avant, derrière, Monsieur Henri de la Roche-Jacques, Henri de la Roche-Jacques. C'est nous les brigands, les Vendéens, les brigands du roi. Du petit roi Louis Noé, du petit roi Louis Noé. Debout les gars sonnent le tocsin que tournent les ailes
l'ennemi aux armes, c'est ça l'ennemi aux armes. C'est nous les brigands, les Vendéens, les brigands du roi, du côté roi Louis, ohé, du côté roi Louis, ohé. Cavaliers, les sabres pointés, paysans, la fourche en avant. À Saint-Michel, les gars foncés, votre cœur à Marie, mes enfants, votre cœur à Marie, mes enfants. C'est nous les brigands, les Vendéens, les brigands du roi, du côté roi Louis, ohé, du côté roi Louis, ohé. Pour Dieu le roi et la victoire, sus à l'ennemi, c'est la ligne. Oh, tous avec espèce unica, allons les gars, allons boire, allons les gars, allons boire. C'est nous les brigands, les Vendéens, les brigands du roi, du côté roi Louis, ohé, du côté roi Louis XVII. Comment ils surent? À René-Bressy, Nicolas de Galard se préparait pour la sortie matinale et coutumière. Le domaine demandait qu'on s'en occupât, comme d'une personne vivante, bien vivante certes, mais délicate. Quelques années d'indifférence et la vie s'en serait retirée. La nation fut ainsi faite, d'un souci diligent, penché sur chaque parcelle, pas une lande qui ne fût ensemencée d'arbres, et grâce à l'attention d'un propriétaire qui ne trouva l'essence qu'elle pouvait enfin nourrir. Voilà comment le plus beau royaume sous le ciel prit cet aspect de parc où les envahisseurs s'avançaient émerveillés. La terre des Galards était rétive et dure. Il fallait, pour cette enfant oublieuse, plus de soins encore. Et de l'inquiétude passionnée qu'elle demanda, vint peut-être, pour elle, leur étrange et puissant amour. L'hiver allait bientôt finir, on le sentait. Les soirs paraissaient plus longs. Sur quelques talus bien exposés, les touffes de prime vert commençaient d'élargir leurs feuilles grasses, quand un rayon de soleil s'attardait aux bocteaux qui, dans la vaste plaine, subsistait de la forêt primitive, envoyait sourdre des hautes branches une poudre rose, impalpable, née, semblait-il, de la lueur. Mais c'étaient les arbres, les cépées de chênes ou de hêtres qui bourgeonnaient. Les bocteaux, dans leur superposition, approfondissait encore la campagne et reculait sa limite vaporeuse, sa toile de fond argentée et flottante. Ils agissaient pour la vue en manière de portant, de chicane. Les premiers restaient violâtres et derrière, les autres finissaient par atteindre l'horizon, laissant fuir leur pourpre dans une anémie bleuissante qui les faisait pâlir jusqu'au plus éteint des gris lavandes et des sciabieuses. Alors, au lointain, la tonalité des arbres devenait si fine que les nuées, coupées par le plateau, donnaient le sentiment d'appartenir au sol comme des collines. Ainsi, l'homme des plaines hautes arrive à chercher, là-bas, des montagnes, et puis au-delà, des grèves étincelantes et des récifs clairs, des flots et des golfes, plus beaux que tous ceux des mers fastueuses. Le plateau monotone vous rejette vers le ciel, vers ses mirages, et l'âme de tout son rêve enrichit les terres maladives. Galard prit sa houppelande fourrée, ses gants en peau de chien, et décrocha son fusil. Non qu'il chassât bien fermement, mais rien de mieux qu'un fusil au bras n'autorise la flânerie d'un honnête homme. D'ailleurs, avec tous ces gens qui ne travaillaient pas, ces chômeurs volontaires ou forcés, la contrée perdait sa tranquillité sûre. Il devait aller loin, de l'autre côté de l'horizon. Les bordiers de forêt se lamentaient des lapins. Certes, le duché possesseur des bois aurait dû les indemniser, mais rien ne semblait facile, par la faute de ces grands seigneurs qui, tellement aimés, faisaient bien mentir le dicton « terre de duché, terre de curé, saute bordier ». Hélas, qu'allaient-ils devenir les Breuils avec la mort de leur chef? Les temps s'annonçaient terribles. Cependant, la terre est exigeante. Les mélancolies, les peines, ni les craintes, elle ne veut les connaître. Il faut s'occuper d'elles de cœur généreux, de cœur content. Laboureur triste, triste laboureur. Allons, toi aussi, saute, marquis. Le temps était bleu et calme. Galard regardait sa terre. Elle se situait en haut pays pauvre, près de l'auge riche. Il ne fallait pas tenter d'y engraisser le haut bétail, mais seulement préparer l'animal pour le vendre avant qu'il fût de boucherie. On faisait de la charpente et du muscle sur ce sol ferreux. On apporterait la viande dans l'auge, où l'herbe mangée repousse sous le bœuf, acheter à l'est, vendre à l'ouest.
La prairie naturelle donnait le plus sûr rendement, toutefois qu'il fallait la surveiller. Son déclin était presque imperceptible. On ne s'en apercevait qu'à tel enclos qui, après avoir nourri 4 grosses pièces, n'en voulait plus que 3. Oubli de fossé, négligence de fumure, surtout agressivité de la forêt première. La forêt avait ses troupes, ses enfants perdus, les épines noires qui jaillissaient subrepticement des boqueteaux, annoncés par de grands terrassements de taupes porteuses de germes. Les buissons piquants formaient vite un archipel où les bêtes rechignaient d'entrer. 3 ans et les épines possédaient la prairie. Elles aspiraient l'herbe et les desséchaient autour d'elles. Il fallait non pas couper, mais extirper immédiatement. Galard emportait toujours avec lui quelques chiffons dans ses promenades. Il envoyait le comte s'arrêter en plein herbage, mettre son fusil en bandoulière, fouiller et couper l'épine qu'il travaillait au couteau minutieusement. Après son départ, on distinguait à la place attaquée de petites balises surmontées d'une banderole. Il avait fendu la tige, repiqué à l'envers, son mince drapeau flottant, et annoncé le danger. Alors, haussant l'épaule, mi-grognant, mi-épanoui, le métayer s'en venait avec sa houe, déracinait le pied d'épine. « Si j'y manquais, moi, disait le croquant, lui, n'y manquerait point. » Cependant, le rustre était touché au cœur. Dans son farouche et coléreux amour, son âme de terreux, le comte et lui étaient du même bord, des fervents du sol, des manants, tous deux. Des manants. Le beau mot qui réunissait gentilhomme et terrien, de manéo, je reste, je persévère et j'attends. Les autres pouvaient fuir, pouvaient courir où l'on se divertit. À eux, les manants, de continuer et d'assurer. La saison avait été favorable. Tout le fumier couvrait la terre. Il y faut de la gelée pour qu'on puisse charger à comble les chariots. La campagne reçoit un ordre impérieux du temps auquel chaque laboureur obéit. Avant de sortir, le châtelain était monté au haut de la maison pour vérifier d'un regard circulaire la fumure générale. La surface jaune et blanche, argile et marne, l'herbe même était piquetée de petits monticules noirs, l'état d'engrais consommé, disposé avec la belle ou machinale régularité paysanne, une longueur d'attelage. Ainsi, sur toute l'étendue, régnaient des quinconces de petits volcans sombres qui, réchauffés par le soleil, fumaient bleu. Dans tout cet ordre, on pouvait trouver un réconfort, de l'espoir. Pas un profit immédiat à attendre. L'année ne donne point nécessairement en proportion des soins, mais ces soins restent quand même dans les profondeurs des avenirs. Il ne faut pas attribuer une fructification d'argent à toutes les œuvres du sol. Ils nourrissent la terre, lui assurent une religion. Au fond de soi-même, le Hobereau se sentait dans l'état d'esprit d'un pieux homme qui rend son culte au Seigneur Dieu, sans rien lui demander qu'une augmentation peut-être de sa piété personnelle. Il atteignit enfin la campagne, c'est l'espace hors des bocages où sont les hameaux, le vide espace des cultures entre les bois. Ici, son esprit se déliait, non que sa pensée devint plus spécialement agile, elle ne l'était jamais, simplement son imagination lente se délivrait des soucis coutumiers, de ce qui encombrait son âme. Au milieu des champs infinis, il arrivait avec ce sentiment de l'homme de mer qui parvient au large. Toutes les difficultés terrestres demeurent au rivage. Les choses qui compliquent et découpent la vie des hommes le cèdent au monde uniforme. On redevient son maître d'être si complètement seul. Il avançait à pas vifs dans une sorte de bonheur mélancolique. Ses chiens étaient loin et, de temps à autre, un de leurs jappements lui sollicitait l'oreille. Ici, tout prenait une sonorité, encore plus grande qu'en mer. Galard croyait bien se rendre compte qu'agissaient de mystérieuses lois acoustiques. La suite de ces plateaux formait des conques usées, une réunion de coupes aplaties, 20 lieues de cratères immensément évasés qui se touchaient les uns les autres. Au soleil couchant, de haut, ainsi devaient les voir les grands rapaces, quand les ombres frisantes accusaient leur dépression. Et les phénomènes des vasques s'y reproduisaient. Un bruit sur le bord gagnait l'autre bord, quelque loin qu'il fût, guidé par les concavités, avant de couler musicalement au fond. Dans ces cirques apaisés, on entendait les roulements des voitures au grand chemin depuis Saint-Pierre, à une lieue, et quand les armées faisaient leurs exercices ou leur guerre, le son du canon sortait des bois. Les soirs d'été, le bruit disloqué des essieux retentissait, alors qu'on rentrait les javelles. Dans le matin, le chant d'un berger semblait monter jusqu'au ciel pâle, droit comme une fumée des chaumes. Vers le sud, la terre parut floconnée. Au milieu du champ couleur de lion, une guérite bleue sur roue levait ses brancards. Les moutons, le berger
et sa cabane. Des points noirs et vifs, toujours en mouvement, cernaient l'amas, les nœuds, les chiens. « Eh, bonjour, mon Césaire, ça va-t-il comme tu veux ?» Le vieil homme souleva son chapeau de jonc et sourit, puis fit une moue. « Non, mon maître, mais va quand même. »« Le troupeau ?»« Ouais, pas trop de mal-être, mais du mal va. La bête ne tient un point. Les maîtres béliers ne trouvent ni chaume ni lisière même à leur convenance. On cherche le manger sans répit. » Il parla aux bêtes. « Rouit, rouit, réseau à droite, schmel, schmel. » Schmel, peut-être une corruption du mot allemand. Il parlait au chien. « Blaiseau, schmel. Tenez notre maître, le grand rouget là, le corps en maraude. » Les chiens du château, assis sur leur derrière, attendaient très loin. Ils n'approchaient pas les chiens du troupeau, démons noirs et flanqués aux yeux si terriblement clairs, qui s'affairaient dans une rage muette. Sans autre bruit qu'un froissement étouffé, un cliquetis de tiges sèches, les moutons refluaient. « Oui, fit le maître, c'est drôle. Et les mères ?»« Beau ventre, répliqua l'homme. Mamelle raidie et sûrement du double partout, c'est-à-dire de naissance. Mais elles ont le belly. Marchez, notre maître. Dès que vous avez passé la Centrousse, elles vous ont nommé. Regardez Carrois au loin. » Très loin, en effet, un lourd attelage gris menait du fumier noir, mais si loin, perceptible à l'ouïe seulement à cause de la conductibilité de la plaine. Une brebis s'arrêta, une autre cessa de brouter, puis toutes elles se tinrent longues, le cou tendu vers les hommes des fonds, et bientôt commença le belly. Le belly, une discordante et sourde mêlée de voix, si tremblante, si résignée, faite d'une telle soumission au désespoir, au mauvais destin, éveillant l'idée d'une foule vaincue qui accepterait la souffrance pourvu qu'on lui permît de se plaindre, à petit bruit, comme en rêve. Sombre, le comte et le berger regardaient le troupeau. Enfin, le berger modula un sifflet, les brebis revinrent au sol. « Il y a de ça, il y a de la faute à ça !» fit l'homme, en exhibant une poignée de glaise scellée d'une empreinte, une patte de chien, forte. Le maître haussa les sourcils. « Oui, notre maître. 2 loups et une louve. J'ai trouvé trace des mamelles de la femme entre les marnes. J'allume depuis tôt la soir. »« Ah, c'était donc toi, berger, ces lueurs ?»« Ouais, et j'ai vu luire leurs yeux aux braises. Tout cela de la vermine à Saint-Évrouse, les bêtes sauvages. » Et il cracha par terre, en jouant avec la motte pensivement. « Si tu es sûr, je m'en vais prévenir monsieur Duhallet, il sera ici demain avec ses vôtres. »« Ah non, fit le berger. Je suis sûr, mais je suffis. Et j'ai crainte de malheur. Mieux vaut danger de loup que d'autres. Il me tient en veille. »« Veux-tu un fusil, Césaire ?»« Un fusil ?» fit l'homme avec un rire presque douloureux. « Non, notre maître, un fusil, au berger. » Il se grandit sous sa limousine fauve, lui courbe et lié au sol, devint très grand, très haut sur la terre pâle. « Notre maître, non, berger en d'autres armes. »« Berger en d'autres armes, ouais. » Tandis que M. de Galard reprenait sa route, il l'entendit répéter en marmonnant avec une fierté redoutable. « Berger en d'autres armes. » Le maître se retourna encore, le berger levait le bras pour saluer, et comme il semblait déjà loin... Quand on marchait ici, les choses paraissaient vous fuir bien plus vite que votre marche, comme si la plaine eût été entraînée sous vos pas d'un mouvement contraire, ainsi qu'un tapis sans fin qui glisserait. « Je lui ferai porter du vin, » pensait le comte. « Ceux-là, les plus à plaindre, ne se plaignent jamais. Les loups, est-ce possible ?» Mais il songea à sa remise charretière dont l'imposte brunissait sous 100 pattes de loup, 100 pattes droites avant, fichées par un clou. Son grand-père avait accroché là les trophées ruraux de ses chasses, du temps où jaillissaient toutes maisonnées depuis les Galsos, armés de broches, jusqu'au magistère et sa férule, quand retentissait le cri qui mettait la campagne en folie. « Au loup ! Ouh ! Au loup ! Arlou !» Quelques-uns encore, une passée voyageant entre les grandes forêts. Que pensait exactement le berger? N'irait-il pas jusqu'à sacrifier une ou deux bêtes malingres, holocauste mystérieux? Berger et maître, le dernier maître, pensa tristement le comte. Il se dirigeait vers les hauteurs des courbes, sur un tas de marne qui marquait un point culminant, une sorte de pyramide tronquée qu'on voyait de très loin, socle qui donnait l'impression de soutenir les nuées lourdes, les volutes pressées des nuages. Le sommet du plateau formait là une friche que Galard pensait semer en pain, la terre refusant les céréales. La colonnade eût été belle, ainsi placée et utile pour opposer barrière au vent. Près du tas, dans la haute lumière, une immense roue morte gisait sur le côté, squelettique, argentée de toute son usure. C'était l'ancien élévateur de Marne, à l'intérieur garni de degrés où s'accrochaient des hommes pour la mettre en mouvement. La machine.
Le châtelain l'avait connue dans son enfance, bien droite et balancée sur ses pivots, et combien de fois avait-il essayé de la mettre en branle tout seul? Mais son poids infirme n'en tirait que des craquements, un miaulis de chat, elle, qui marchait si bien à 4 hommes. La machine alors remplissait le paysage de sa plainte, qui devenait avec la distance des chants aigus d'oiseaux. Après d'une lieue du château, les chuintements de ses paliers parvenaient jusque-là, malgré tout le suif qu'on y coulait. « En a-t-elle mangé du bœuf ?» disaient les ouvriers rieurs. Après les moissons comme on tirait au crépuscule, sa voix restait liée aux beaux soleils épais, huileux des fins d'été. On l'avait baptisé le moulin sec, et vraiment oui, elle rappelait bien de sa roue poussiéreuse l'autre roue, l'ineffablement fraîche, la roue du ruisseau dans la vallée. Comme celle de la vallée, la roue du plateau s'entourait de lueurs claires, mais brassait de la fumée irritante au lieu d'eau vive. Moulin aride des gens de plateau qui manquent de joie, mais sont durs. Maintenant qu'elle s'était brisée, Galard la respectait. Il savait bien qu'il entrait dans son respect anormal une piété, un sentiment. Elle devenait une relique, la vieille roue. Et pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui aussi avaient joué, tant joué jadis dans ses flancs, les gens de son âge. Et voilà qu'il arrivait jusqu'à elle, si loin de sa route d'abord fixée. Cette diablesse de terre ne vous emmenait qu'où elle le voulait, insensiblement. Allez, se reposer un petit quart d'heure et redescendre. Oh, certainement, près d'une lieue au long de cette plaine qui montait toujours pour ne pas faire une différence de 20 mètres. Il se retourna. La plaine entière s'incurvait devant ses yeux, tellement belle, comme ratissée par ses sillons aux râteaux géants. Un carré de fabuleux jardins. Tout le travail de sa race, à lui, Galard, son effort continu, apparaissait là. Une lutte de 7 siècles. 3 châteaux usés autour de ces guérets. Ils avaient arraché la terre à la forêt sombre, à la forêt atroce. C'étaient eux qui avaient desséché les marécages, canalisé les terribles eaux, dirigé les courants, créé de vrais lits de rivières, auxquels 3 générations travaillèrent pour guider les ruissellements sur les vallées, et qu'ils avaient défendus. Ils s'étaient constitués les gendarmes de ces champs. Pour eux, ils agrandissaient toujours les basses cours, ces fortifications où se réfugiaient les paysans et les bétails. Quand le danger approchait, les châtelains se dressaient derrière leurs murs avec leurs épées. Ils soignaient, médecins, ces gens depuis toujours. Leurs femmes pensaient, recousaient et droguaient. Ils étaient justiciers avec une intégrité que, par point d'honneur, ils respectaient comme leur âme. Amuseurs aussi avec leurs bals des moissons, de Pâques, les épiphanies, les Noëls. Et Galard, penché sur le domaine, se disait que personne n'y avait été malheureux charnellement. Pour tous, pain, cidre, bois et petite viande. L'argent, oh, dame, autre chose. L'argent. Mais eux-mêmes, les maîtres, ils n'en avaient guère de l'argent. La terre, les bâtiments, ça mangeait tout. Œuvre bonne, qui ne se prescrirait pas. Tant pis. Pour s'asseoir, il se rapprocha de la grande roue claire, l'atteignit, mais son œil se fixa sur quelque chose d'insolite. Il se recula. À la peinture rouge, en grande capitale, soigneusement tracée, une inscription « Mort aux nobles ». Et là-dessous, un petit couperet de guillotine. Avec une attention douloureuse, il étudiait l'inscription. Chaque lettre avait été remplie d'un pinceau décidé, sans doute quelques peintres ambulants. Les peintres sont à l'ordinaire d'idées plus avancées que les autres. Un vitrier avait dû se reposer là, tenté par le paysage, la plaine aristocratique, barrée de son château et de ses futaies, et y fignolait haineusement sa déclaration de guerre. Galard regarda de nouveau sa terre, reprit encore une fois contact spirituel avec le travail séculaire dont le résultat triomphait devant lui. Cette belle plaine protestait comme d'un mouvement d'épaule dans sa courbe, un grand souffle indigné, méprisant. Il hocha la tête, remercia les vastes lignes, puis, dents serrées, énergique et dédaigneux, il commença d'arpenter le terrain, en planterait fin mars ses pins qui sauraient un jour couper le vent d'Est, le vent de Paris.
Il avait fini son compte et inscrivait les chiffres sur son carnet quand il leva la tête. Une sonnerie lointaine arrivait jusqu'à lui. Il vérifiait sa montre. Son souci et les occupations lui auraient-ils à ce point caché le temps? Non, 9h30 seulement. Qu'est-ce qu'on sonnait? Un glas? On teintait le glas à son église paroissiale. Un mort voulait dire un enterrement à suivre pour le surlendemain. Galard reprenait de l'œil une dernière fois ses jalons et il partait alors qu'un nouveau glas lui parvint du sud, plus lointain. Il situa de l'œil la sonnerie, le clocher mince de la Roussière qui traçait une ligne exacte du côté du soleil au milieu des confusions sylvestres. Là aussi, un mort. Mais tout de suite s'entendit un glas encore, au nord, l'an de Péreuse. Et plus loin, bientôt, un autre venait, tout menu et aminci. Que cela devenait étrange. Le comte se sentit gagné par une inquiétude sourde, et cessa tout travail. Il restait là, l'oreille tendue, tournait lentement la tête vers les points cardinaux, le cercle brumeux, les lointains. Qu'est-ce que cela pouvait annoncer? Point la guerre. On eut pour elle sonné le tocsin, quand rien autre ne s'entendait que glas en branle. La plaine, comme un tympan tendu, recueillait les cloches, les ébranlements en route dans l'air calme, les recevait pour les renvoyer vers d'autres cieux et d'autres élasticités. Pas un souffle de vent, la terre exhalait des cloches, les tintements se mélangeaient, se séparaient, la mémoire du châtelain les reconnaissait, les situait, rendant ses notes à chaque village, machinalement, tandis que son âme se prenait d'épouvante. Il se nommait les invisibles paroisses, et pâlissant comprenait que tout son pays sonnait au trépassé. Il était seul, perdu au centre du cercle distendu, sans une maison à moins d'une demi-lieue, sans un homme que ce berger grain noir d'avoine là-bas. Il se hissa sur le tas de marne, un attelage sur l'autre versant. Il héla, courut, un de ses métayers avec de chevaux. « Jean, entends-tu? Entends-tu? Oh !» fit l'homme en arrêtant l'attelage. Lui aussi prêtait l'oreille. Galard avait laissé sa main sur son bras chaud. Tous deux regardaient à terre. « Ah oui ?» fit Jean. Il fixa le comte avec des yeux élargis et sombres. « Oui, c'est la sonnerie des morts. »« Eh ah, monsieur, la sonnerie des morts, partout !» Une cloche s'émêla soudain, grêle mais vive. Galard tressaillit. « Le château. On m'appelle. » Il se rejeta vers l'horizon de l'ouest, et il entendit mieux la cloche, de voir les briques roses du château, si menues, si perdues, mais si tranquilles. Quelle distance! Le comte revint à l'homme. « Dételle un de tes chevaux, prête-le-moi. Je le montrerai. Tu passeras le reprendre ce soir. » Le fusil jeté dans le banneau, il lui aida. Tous deux s'activèrent dans une hâte habile. En un tour de main, ils avaient débouclé. Avec des cordes, le garçon fit des rênes. Galard sauta sur le pommelé énorme, accrut, hop, et il prit le galop. Terre tremblante. Derrière lui, un autre écrasement de motte. Il se retourna une seconde. Le jeune homme talonnait aussi le limonier. « Je vous suis, notre maître !» Ah, cela lui fit je ne sais quel bien. Quand ils arrivèrent dans la cour d'honneur, elle était pleine de monde. On avait entendu le galop des forts chevaux. La foule s'écarta. « Mes enfants !» criait Galard. « Non, non !» secouaient les têtes. « Le feu !» « Non, non. » Ils étaient tout près. Madame de Galard, prévenue, l'attendait sur le perron. Vêtue de noir, en deuil, se contenir. Il sauta de cheval,
Elle l'entraîna, et elle lui dit. Galard leva les bras en croix, puis, mettant ses mains sur son visage, il pleura à sanglots. Le valet entra. « Les gens peuvent-ils venir ?»« Les gens ?» interrogea Galard, mais il comprit, soudain, hocha la tête et acquiesça. Dans un instant. Lui aussi se vêtit de noir, puis, avec sa femme et ses enfants, ils se placèrent sur le perron. Les bordiers, les paysans, les tâcherons, les voisins humbles et les petits propriétaires étaient venus. Ils défilèrent pour serrer leurs mains, ainsi qu'à l'enterrement. Leur loyalisme avait compris que le Seigneur restait le plus proche de celui qui n'était plus, dont on apprenait le trépas, celui qu'on avait mis à mort la veille. La veille de ce jour, qui était en effet le 22 janvier 1793.